Entre vulgarisation et vulgarité scientifique. Vous êtes sur la version complète du Geek Concept Space Travel Tour numéro 2. Il existe une version plus courte de cette vidéo, mais qui rentre bien moins dans les détails. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Geek Concept, c'est votre capitaine qui vous parle, Captain Matt, pour vous servir. Nous revoici à bord de notre fantastique vaisseau chimérique. Après les confins de notre univers, nous revoici repartis cette fois-ci pour un voyage bien plus petit au cœur de notre galaxie. Décollage. Trajectoire nominale. Alors comme nous l'avions vu lors de notre précédente vidéo, l'univers est grand, très grand. Il comporterait entre 100 et 200 milliards de galaxies. Nous habitons dans la Voie lactée, l'une de ces galaxies. Nous, on l'appelle Milky, c'est plus chaud. Et la Voie lactée comporterait, elle, entre 100 et 200 milliards d'étoiles. Ouais, ça fait un paquet de milliards. Alors, on ne connaît pas le nombre exact d'étoiles de Milky, car étudier toutes les étoiles de notre galaxie en restant sur Terre, c'est compliqué. C'est un peu comme si on voulait étudier l'ensemble d'une forêt, sa forme, sa composition, le nombre d'arbres, en restant au milieu de la forêt, sans pouvoir faire un seul pas. Alors notre galaxie Milky est principalement constituée d'étoiles. Mais qu'est-ce qu'il se trouve en son centre? À quelle distance se trouve ce cœur et combien de temps pour rejoindre le centre galactique? Le centre galactique se situe à 26 000 années-lumière du Soleil. La lumière met donc 26 000 années pour l'atteindre. Les photons émis par le Soleil pendant la dernière ère glaciaire, alors qu'Homo sapiens n'avait pas encore inventé l'agriculture ou même la poterie et que nous étions encore en train de peindre des chevaux dans des cavernes, eh bien la lumière émise par le Soleil à cette période n'a aujourd'hui pas encore atteint le centre galactique. 247 millions de milliards de kilomètres. C'est difficile de se le représenter. Eh bien, si on avait une autoroute depuis la Terre directe jusqu'au centre galactique, eh bien, il nous faudrait en voiture de tête 217 milliards d'années en voiture à 130 km/h pour l'atteindre. 217 milliards d'années, c'est presque 16 fois l'âge de l'univers. Alors, où se trouve le centre de la galaxie? Pour cela, il faut suivre la grande balafre lumineuse que trace Milky dans le ciel. La Voie lactée que l'on distingue la nuit n'est autre que la galaxie dans laquelle nous nous trouvons. Quand on se rapproche de la constellation du Sagittaire, nous constatons que la galaxie devient plus lumineuse. Cela est dû à la densité d'étoiles qui augmente, preuve que nous nous rapprochons de son centre. Pour trouver le Sagittaire, il faut regarder plein sud et rechercher une constellation en forme de théière. Je vous laisse chercher 5 secondes, mais faites pause si vous souhaitez plus de temps. La constellation est visible dans nos latitudes dès le début de l'été, entre le Scorpion et le Capricorne. Elle se lève entre 20h et 23h et commence à bien être visible 2 à 3 heures plus tard. Après, ce n'est pas la constellation la plus simple à observer car elle est assez proche de l'horizon. Actuellement, il y a Saturne qui la traverse et qui nous indique le Sagittaire. Elle sera d'ailleurs suivie de Jupiter et Mars qui se regrouperont lentement jusqu'en avril 2020. La promesse d'un petit spectacle astral sympathique pour les 2 prochaines années. Nous quittons maintenant l'orbite de la Terre, direction le centre galactique. On observe toujours notre théière, la constellation du Sagittaire, avec Saturne au-dessus d'elle. Donc pour atteindre notre centre galactique, on laisse tomber le moteur thermique. On a choisi une technique utopique de déplacement parabolique, un générateur de champs gravifiques, formation d'un vortex concentrique, violation de l'astrophysique, vitesse supraluminique. On approche l'orbite de Vesta. Deuxième plus gros objet de la ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter. Vesta mesure 500 km de diamètre et gravite tranquillement comme la Terre autour du Soleil. On distingue nettement le mouvement de Saturne qui se rapproche de nous, et nous dépassons la géante aux anneaux. Nous accélérons pour dépasser rapidement les orbites des plus gros astres du système solaire. 0,3 années-lumière par seconde. On commence vraiment à s'éloigner rapidement du Soleil, et nous observons les premières étoiles bouger, comme 36 Ophiuchi, un système d'étoiles triples à moins de 20 années-lumière de la Terre. 20 années-lumière. Au niveau stellaire, c'est vraiment la porte à côté.
Les 3 étoiles de 36 Ophiuchi, toutes 3 d'une masse proche du Soleil, gravitent très lentement les unes autour des autres. Les 2 premières mettent 700 ans à réaliser leur orbite. Par contre, elles s'approchent tellement l'une de l'autre à leur périapside qu'elles s'accélèrent énormément et parcourent un quart de leur trajectoire en moins de 50 ans. Un énorme effet de fronde gravitationnelle. Leur 3e sœur met quant à elle plus de 228 000 ans à parcourir son orbite. Un quart de million d'années pour une seule révolution. On se rapproche encore du centre galactique et on peut observer de jolies nébuleuses toujours dans la constellation du Sagittaire. Telle que M8, la nébuleuse de la Lagune. C'est une pouponnière d'étoiles principalement constituée de nuages d'hydrogène. Avec sa magnitude de 6, il est théoriquement possible de la distinguer à l'œil nu dans d'excellentes conditions. Personnellement, je n'ai jamais réussi à la distinguer depuis la Terre, alors que depuis le cockpit, on a une vue imprenable. LOL, cette mise en scène frôle le ridicule. Et non loin de M8, on trouve M20, la magnifique nébuleuse Trifide, ou nébuleuse du trèfle. Cette petite tache dans le Sagittaire est l'amas globulaire M22, qui est éloigné de nous de 10 000 années-lumière. Contrairement à M8 et M20, qui sont des nébuleuses, de grands nuages de gaz éclairés par juste quelques centaines d'étoiles, M22 est l'un des amas globulaires les plus proches de la Terre. Un groupement de plus de 100 000 étoiles. Le bulbe galactique a un diamètre de plus ou moins 10 000 années-lumière et se situe à une distance approximative de 20 000 années-lumière de la Terre. Si Milky était un œuf au plat, eh bien le bulbe galactique serait le jaune de l'œuf. Ah, les humains et leur comparaison débile. Le bulbe est un amas plus ou moins sphérique de la galaxie où se trouve le plus grand nombre et les plus vieilles étoiles. C'est un peu le quartier historique de la galaxie. En même temps, cette zone est tellement riche en matière que c'est un endroit où l'on trouve énormément de jeunes étoiles et de bébés étoiles. Nous continuons encore notre voyage vers le centre galactique. Et nous transperçons de colossaux nuages de gaz qui font passer pour un grain de poussière notre système solaire entier. 2 immenses bulles de gaz ont récemment été découvertes au-dessus et au-dessous du bulbe galactique. Ces bulles de gaz sont les sphères de Fermi, le vestige d'un événement cataclysmique. Des millions de masses solaires de gaz et de matière qui ont été éjectées du centre galactique. Au début des années 2000, on aurait découvert quelques anneaux autour de la Voie lactée. De grands courants stellaires constitués de millions d'étoiles. Le plus grand s'appelle l'anneau de la licorne. Et moi je trouve ça plutôt poétique. Milky est une galaxie spirale barrée, avec un bras spiral de forme logarithmique au contour morcelé. C'est une galaxie de type SBC, d'après la classification de Gérard-Henri de Vaucouleurs. Eh bien cela me fait une belle jambe, métaphoriquement parlant. En fait, c'est assez intéressant car la forme de ses bras et de ses courants stellaires prouve qu'elle a certainement été la résultante de la collision de 2 galaxies primordiales. La plus grosse ayant vampirisé la plus petite. Au début de l'univers, juste après le Big Bang, l'univers était extrêmement dense et compact. Si dense et compact qu'il a fallu attendre qu'il se dilate pendant 380 000 ans pour enfin voir apparaître les premiers atomes et les premiers rayons de lumière. À partir de 100 millions d'années, apparaissent les premières étoiles. À partir de 1 milliard d'années, apparaissent les premières galaxies. Voici une autre simulation qui démarre à seulement 500 millions d'années après le Big Bang, à l'époque où les étoiles, très proches les unes des autres, ont commencé à se regrouper pour former les premières galaxies par vampirisation. Bien que moins graphique, cette simulation est très intéressante car elle met bien en valeur l'expansion de l'univers, contrebalancée par l'effet de gravitation qui forme les galaxies. Ce processus de vampirisation continue encore
et va encore continuer. Dans 4 milliards d'années, avant la mort du Soleil, c'est Andromède et Milky qui vont fusionner pour former la super-galaxie Milkomeda. Mais on a le temps de voir venir. Enfin, je parle pour moi, car pour vous, petits mammifères insignifiants, l'apoptose vous guette, vos organes se fatiguent, vos cellules se détériorent, vos heures sont comptées. Meerkat, le plus grand groupe de radiotélescopes de l'hémisphère sud, a récemment mis à jour, sur les 1000 années-lumière autour du centre galactique, des ensembles très compacts et d'immenses filaments de matière magnétisés et rayonnants. De gigantesques colonnes de gaz que nous n'avons jamais observées ailleurs. La densité d'étoiles n'a de cesse d'augmenter. On se rapproche toujours plus de notre objectif et l'on commence enfin à discerner le cœur même de la galaxie. En accélérant un petit peu le temps, on se rend compte que les étoiles au centre gravitent à une vitesse folle autour de ce pivot central. S2, l'une des étoiles les plus proches de ce point, tourne autour de lui à 8000 km par seconde. S2 gravite à 2,5% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, une année terrestre ne durerait même pas 2 jours, au lieu des 365 journées standards. Alors quel est ce mystérieux point central? Quel est cet astre fantastique qui trône au centre de notre galaxie? Sagittarius A étoile. Ou Sagittarius A star. C'est une intense source d'ondes radio. Elle a été découverte seulement en 1974. C'est un corps d'à peine une centaine de fois le rayon du Soleil, Rien de bien impressionnant. mais qui a pourtant une densité incroyable. Un astre supermassif de 4 millions de masses solaires. Une colossale densité de matière qui déforme et déchire le tissu de l'espace-temps. Un phénomène prédit par les équations d'Einstein, si inconcevable que même lui n'y croyait pas. En tournant sur lui-même, notre astre improbable entraîne l'espace dans sa rotation. Au lieu que ce soit un tourbillon d'eau, c'est le vide spatial, la matière et la lumière qui tourbillonnent. Cette région, c'est l'ergorégion. Tumultueuse spirale qui entraîne l'espace et le temps dans sa course. Cette ergorégion peut être visible ou invisible. Cela dépend de la quantité de matière qui s'y trouve. Matière broyée, vaporisée, accélérée sous forme de plasma. C'est le fort rayonnement émis par cette matière échauffée qui rendrait visible la frontière extérieure de notre trou noir. Sagittarius A star. Un trou noir, c'est quelque chose de super carrément fichtrement extra gigalourd. Et de carrément extra gigadense. Il faudrait compresser le Soleil dans une sphère de moins de 3 km pour en faire un trou noir. Il faudrait compresser la Terre entière dans une sphère de moins d'1 centimètre pour en faire un trou noir. Arrivez-vous à imaginer la densité extrême que la Terre atteindrait dans 9 mm de diamètre afin que la matière s'effondre sur elle-même? Cette vision de trou noir n'est qu'une simulation. C'est l'astrophysicien français Jean-Pierre Luminet qui, dès 1979, a été le premier à calculer et à créer cette vue réaliste de ces astres monstrueux. Christopher Nolan s'est d'ailleurs fortement inspiré de ses travaux pour réaliser le plus crédible et magnifique trou noir de l'histoire du cinéma. Gargantua. Depuis la Terre, on ne peut pas observer Sagittarius à cause de sa faible luminosité et surtout des grands nuages de gaz qui nous la cachent. Alors, vous supposez qu'on ne peut pas le voir? Le projet Event Horizon Telescope a déjà commencé à le photographier. Mais alors comment ça marche? Alors plusieurs radiotélescopes éparpillés partout autour de la Terre observent en même temps la même cible, avec des temps d'exposition de plusieurs jours. Toutes ces données d'observation sont alors centralisées et traitées par un supercalculateur pour générer l'image de l'astre observé. Cette association de radiotélescopes est l'Event Horizon Telescope. C'est ni plus ni moins qu'un radiotélescope virtuel
de la taille de la Terre. Alors pourquoi ce nom Event Horizon Telescope? Bon, télescope tout le monde comprend, mais Event Horizon, c'est l'horizon des événements. C'est la frontière visible du trou noir en quelque sorte. Tout ce qui pénètre dans le trou noir, dans cet horizon des événements, disparaît à jamais dans le trou noir. Mais pourquoi? Perquet? Why? Varum? Kezako? Comment ça marche? Tout corps massif possède une masse et déforme l'espace-temps, créant ainsi un champ de gravité qui attire les choses à lui. À cause de la gravité, sur Terre, si je tire une balle en l'air, cette dernière retombera tôt ou tard. Tout astre possède une limite de vitesse à atteindre pour pouvoir s'extraire de cette gravité. La vitesse de libération est proportionnelle à la masse de l'astre et à la distance à laquelle on s'y trouve. À la surface de la Terre, cette vitesse de libération est de 11 km par seconde. Sur la Lune, elle est de 2 km par seconde. Et de 617 km par seconde pour le Soleil. Pour un trou noir, cette vitesse dépasse la vitesse de la lumière. La taille de l'horizon des événements d'un trou noir, cette sphère impalpable, correspond à la vitesse de libération égale à la vitesse de la lumière. La lumière elle-même ne peut pas s'échapper d'un trou noir. C'est pour cette raison qu'un trou noir est noir. Regardez à quel point l'image des étoiles se déforme à cause de la lentille gravitationnelle. C'est la lentille gravitationnelle qu'on espère observer autour de l'horizon des événements. L'Event Horizon Telescope a déjà photographié notre trou noir en avril 2017, mais le traitement des informations est toujours en cours pour le calcul de l'image finale. Voici un tout petit aperçu de ce que l'on espère observer en bien plus grand prochainement. Roger Penrose et Stephen Hawking ont montré en 1970 qu'il doit y avoir à l'intérieur d'un trou noir un point de densité infinie ainsi qu'une courbure de l'espace-temps infinie. Un phénomène plutôt inexplicable et drôlement singulier. Ce point de courbure infinie, c'est une singularité. Une singularité spatio-temporelle, comme le Big Bang par exemple. Les trous noirs sont particulièrement intéressants car ils défient de nombreuses lois physiques. Et car ils confirment aussi les lois de la relativité. Et car ils sont de fantastiques objets de recherche et que d'innombrables théories sérieuses sont avancées à leur sujet. Par exemple, on pourrait mesurer l'entropie d'un trou noir à sa surface. Tout ce qui rentre à l'intérieur serait encodé à sa surface, quantiquement encodé à sa surface, sur l'horizon des événements. Un trou noir pourrait très sérieusement être une porte vers un autre univers. Un trou noir pourrait très sérieusement être un autre univers. Est-ce que toute l'information d'un univers pourrait être encodée à sa surface? Un trou noir n'a de cesse de grandir en avalant de la matière. Les objets qui tombent dans un trou noir se décalent vers le rouge. Notre univers ne cesse de grandir et les objets qui se trouvent à l'horizon de notre univers se décalent vers le rouge. Tous les trous noirs s'évaporeront dans des milliards et des milliards d'années. Est-ce que notre univers est en train de s'évaporer? Un trou noir est une singularité spatio-temporelle. Le Big Bang est une singularité spatio-temporelle. Est-ce que notre univers est une singularité spatio-temporelle? De là à dire que notre univers est un trou noir, il n'y a qu'un pas, que je ne franchirai pas. Mais un pas que de nombreux éminents scientifiques se permettent, eux, de franchir. Les trous noirs ont cela d'extrêmement intéressant. Ils sont certainement la clé des plus grandes incompréhensions de la science. Qu'est-ce que l'espace? Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que sont les dimensions? Qu'est-ce que l'univers? Qu'est-ce que l'entropie? Qu'est-ce que le chaos? Ces désordres apparents qui régissent certainement l'existence même. Les trous noirs vont certainement nous aider à saisir l'essence de l'existence. Matisse, qu'est-ce que l'univers? Matisse? Sérieusement? Non, écoute, je sais pas. On en parlera peut-être une prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit. Moi, je rentre à ma maison. Matisse, le chemin de la Terre est effacé de ma mémoire. Non, je rigole. Qu'est-ce que je suis marrante? Une véritable boute en train. Si toi aussi, tu t'es bien marré, lâche un petit pouce bleu. Fais-le pour nous soutenir. Allez, sois cool. Abonne-toi. Je suis certaine que tu nous trouves sympathiques. Comment ça? Tu ne me trouves pas rigolote? Attends, tu vas voir. Je vais te raconter une blague.
C'est l'histoire d'un geek qui fait l'amour. Après sa petite affaire, il ferme son navigateur. Ha ha! C'est drôle, tu as compris? Si tu n'as pas compris, demande-moi de t'expliquer dans les commentaires. Allez, à plus mon chou. Des bisous. Allez, un petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'ici. Nous allons pénétrer dans le trou noir. Il faut bien comprendre que l'horizon des événements n'est qu'une frontière virtuelle. C'est le point de non-retour pour la lumière. Le trou noir lui-même est concentré dans un point infinitésimalement plus petit que son horizon. Un point où l'espace et le temps se mélangent et où la dimension du temps deviendrait une dimension spatiale et inversement. Ça peut nous paraître complètement absurde, mais c'est pourtant certainement ce qui s'y produit. Si un observateur reste à l'extérieur du trou noir, il verra les objets qui y pénètrent ralentir indéfiniment en se décalant vers le rouge, sans jamais franchir l'horizon des événements. Un peu comme si l'objet en question ralentirait et se posait sur l'horizon avant de perdre tous ses photons et de devenir noir. A l'inverse, et contrairement aux étoiles bleues que vous voyez ici immobiles, un observateur qui s'approche et franchit l'Event Horizon verra tout ce qui est à l'extérieur s'accélérer des milliards et des milliards de fois, et ce jusqu'à la fin de l'univers, avant même que lui touche la singularité. Voilà, j'espère ne pas vous avoir raconté trop de conneries, et je ne vous ai même pas parlé plus en détail de la spaghettification, du firewall, du rayonnement d'Hawking et du fait que les trous noirs sont incompatibles avec le principe de conservation de l'information, enfin bref, il reste plein d'autres choses à apprendre, à notre niveau, et plein d'autres choses que vont découvrir la science. Je vous conseille fortement de vous plonger dans la page Wikipédia sur les trous noirs, ou de regarder cette conférence super intéressante, ou d'autres liens vraiment sympas que je vous colle en commentaire. Juste pour info, j'ai commencé cette vidéo en juin, mais les prochaines vidéos devraient pas mettre autant de temps à sortir. Merci de penser à nous soutenir, à regarder nos autres vidéos, merci à Aimé pour sa voix et la grosse session d'enregistrement, et merci à tous ceux qui participent et soutiennent Geek Concept de près et de loin. C'était Matt pour Geek Concept. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Des bisous.